évidemment de force, mais d'influence également, parce que ça clôt une séquence de 4 jours qui a commencé par la rencontre de chefs d'État et de gouvernement à l'Organisation de la coopération de Shanghai. Et c'est un peu le nouveau monde, c'est le Sud global, en réalité, même si c'était plutôt concentré sur l'Asie, mais il y avait l'Inde aussi, qui est un partenaire important et qui s'est rapproché de la Chine. Vous, mon colonel. Vous savez que moi j'ai une théorie sur les 3 matrices. La première matrice, c'est la matrice qui est entre Moscou et Pékin, qui est extrêmement consistante. Ça permet à Poutine de faire la guerre en Ukraine. La deuxième matrice, c'est une matrice euro-asiatique, constituée autour de l'OCS. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Et la troisième matrice, c'est plus politique, c'est les BRICS et le Sud global. Et on voit qu'en fait, aujourd'hui, c'est une démonstration en fait, de ce monde euro-asiatique qui nous tourne le dos, à nous occidentaux. Et donc le message est extrêmement fort, parce que d'abord, techniquement, on en parlera tout à l'heure, il y a un niveau qui est absolument incroyable. Et le deuxième point, c'est le public qui observait ça, le public politique, avec l'ensemble des grands chefs d'État, Inde, etc., qui étaient devant ce défilé. Donc il y a une espèce de, comment dire, d'accord, je dirais, intellectuel entre le public politique et la démonstration de force. Beaucoup plus que 2 mots, mais c'était très intéressant. Oui, j'ai essayé de m'arrêter, mais il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais c'est bien parce qu'on a 1h10 pour en parler, on va aller vraiment au fond des choses. Vos mots massifs, inquiétants, terrifiants, certains s'en inquiètent vraiment des images, vraiment les images. Spectaculaire. Ouais. Beaucoup plus spectaculaire que le précédent défilé il y a 10 ans pour le 70e anniversaire. Et le colonel, sans doute, nous décrira effectivement ces armements qu'on a vus inédits, qu'on n'avait pas vu jusque-là. Et puis l'autre mot, c'est un message qui nous est adressé à nous, occidentaux, très clairement, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, évidemment. Voilà, les bases elles sont posées et bien sûr, de télé, Grégory Phillips a assuré la transition. Colonel Perdillon, je vous confirme que nous allons regarder ensemble la démonstration de force en détail chinoise par les armes. Les Chinois, colonel, ils ont dévoilé un missile nucléaire DF-5C, voilà, il apparaît en grand ici. La portée pour toute la planète, c'est ça? Alors, en fait, il faut savoir que c'est une série, ça s'appelle le DF5, et maintenant c'est le A, le B et le C. Donc c'est la dernière catégorie de cette série qui a commencé il y a à peu près une trentaine d'années. Donc c'est un missile qui est incroyable, qui rejoint d'ailleurs le Sarmat, qui est le même missile, la même catégorie russe, qui fait 20 000 km et qui est un monstre en fait, qui fait 130 tonnes, enfin c'est un monstre incroyable, qui tire à partir d'un silo, qui fait 20 000 km, qui veut dire en fait, quel que soit l'endroit où vous tirez, mais il fait le tour de la planète d'un côté comme de l'autre. On a quelques détails là. Voilà. 2,6 mètres de long, 3,35 mètres de diamètre, portée de plus de 20 000 km, vous l'avez dit. Ce qui a retenu votre attention également, ce sont de très gros drones sous-marins. Là, on parle d'une vingtaine de mètres de long. Entre 20 et 30 mètres, c'est la grande nouveauté, ce sont quasiment des sous-marins. Et ces sous-marins ont une caractéristique, donc ils plongent à 200 ou 300 mètres, donc après ils rejoignent leur cible comme un sous-marin ou une torpille, mais surtout les Chinois travaillent sur un modèle qui est capable d'être multimilieu, de sortir en fait de la mer, de voler comme un missile. Alors, il change un peu son mode de propulsion, il vient comme un missile, je dirais, balistique ou non, ou un missile de croisière, il va rejoindre sa cible, il peut observer, il peut faire plein de choses, et après, s'il n'est pas tiré, il peut revenir à sa base initiale en replongeant dans la mer. Et ça, c'est vraiment l'outil qui est destiné à une guerre future en mer de Chine. Merci, colonel. Alors, je précise, on va retourner à Talençon, qu'on n'a pas une fascination pour les armes, il faut le rappeler quand même de temps en temps. Il y a des messages forts. Et Sylvie Berman, j'avais envie de vous demander, cette parade, elle est aussi calibrée sur mesure pour nous, les Occidentaux, si je devais résumer de manière un peu triviale, qu'on se réveille au petit déjeuner avec des images spectaculaires de la place Tiananmen et que ça nous frappe l'esprit. Oui, tout à fait, mais c'est plutôt destiné aux Américains parce que la rivalité, c'est vraiment entre Washington et Pékin. Et d'ailleurs, mais en réalité, il y a une différence entre Poutine et Xi Jinping par rapport à l'Europe. Poutine déteste l'Europe, essaie de nous déstabiliser, nous considère comme des vassaux de Washington, alors que Xi Jinping pense que l'Europe peut constituer une forme de partenariat de revers contre les États-Unis. Donc l'hostilité, en tout cas, la démonstration de force vise plutôt Washington. Mais ce qui est intéressant, vous parliez tout à l'heure de cette parade il y a 10 ans, mais la Chine est montée en puissance de manière exceptionnelle pendant ces 10 ans. Moi, à l'époque où j'étais en poste à Pékin, ils étaient en train de déployer leur premier porte-avions qui n'avait même pas de catapulte, qui était une coque achetée à l'Ukraine. Et entre-temps, ils ont développé une marine
Bon, on dit que c'est tous les 3 ans l'équivalent de la marine française, qu'ils ont plus de bâtiments que les États-Unis, et également ces armes nucléaires. À l'époque, ils en avaient 200 et ne pouvaient pas faire jeu égal avec les États-Unis ou la Russie. Aujourd'hui, c'est le cas, parce que d'ici 2030, ils auront peut-être 1000 ogives. Et je vais en rajouter une couche, mais il y a aussi les nouvelles technologies, tout ce qui est intelligence artificielle. On a vu des lourds robots, voilà, c'est qualifié comme ça, aérodynamiques, qui ont fait une apparition lors du défilé, vous les voyez. Ils sont perchés sur ces véhicules blindés, voilà, c'est ça exactement. La Chine veut montrer aussi qu'elle est à la pointe de la modernité, c'est ça, colonel, qu'elle est à la pointe de la technologie. Je crois que c'est ça, c'est Laurent Alexandre, qui est un grand spécialiste des questions, qui disait sur ce plateau l'année dernière que le maître du monde serait celui qui maîtrise l'intelligence artificielle. C'est ça ce qu'essaye de montrer Entre autres, la je Chine. sais, ce défilé me rappelait la guerre des étoiles de Reagan en 84. Les guerres des Américains avaient entraîné les Russes dans une espèce de course aux armements extrêmement chère. Et on voit que les Chinois, peut-être, procèdent au même, à la même chose. En fait, ce défilé, c'est une espèce de showroom de tout ce qui se fait de mieux dans le monde. Enfin, et même, c'est extrêmement surprenant. Je pense qu'il y a des armements, encore une fois, les missiles intercontinentaux, ça existe depuis longtemps, les Russes en ont, etc. Mais toute l'histoire, l'intégration de l'intelligence artificielle, l'histoire des drones multimilieux, etc., toute cette nouvelle technologie qui arrive, c'est révolutionnaire. Et aujourd'hui, les Américains ne sont pas dotés de ces armements-là. Ils sont sur un système conventionnel ou nucléaire. Mais encore une fois, ils n'ont pas du tout ce niveau-là. Je ne parle même pas des Européens, bien évidemment. C'est que le début de l'histoire. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, je rejoins totalement Sylvie Berman. Très concrètement, il y a il y a un effet cliquet, il y a une espèce d'avancée nette et précise. Depuis ce matin, on sait que l'armée chinoise, c'est pas l'armée bidouillée de l'APL, hein, l'armée populaire de libération d'il y a 10 ou 15 ans. D'ailleurs, en quelques semaines, c'est le troisième défilé auquel on assiste. On a eu celui du 9 mai sur la place Rouge, on a eu celui de Trump, souvenez-vous, avant l'été. Celui-là est évidemment beaucoup plus spectaculaire pour C'est prendre. intéressant, en fait, il faudrait même qu'on fasse un triptyque, parce qu'il y a vraiment une guerre du défi. À l'Occident, l'armée populaire de libération s'est modernisée, elle est unie et loyale après les purges imposées à son état-major par le président chinois Xi Jinping, et surtout, elle est prête à défier l'Amérique. Dans son discours, le président chinois a indiqué, je cite, « Aujourd'hui, une fois encore, l'humanité doit choisir entre paix et guerre, entre dialogue et confrontation ». Une référence implicite à l'offensive commerciale lancée par le président américain Donald Trump, à qui Xi Jinping n'entend pas laisser les cartes du jeu de la gouvernance mondiale. Alors cette parade, il l'a organisée en invitant un parterre de chefs d'État amis, dont 2 ont particulièrement retenu l'attention, Kim Jong-un et Vladimir Poutine, pour une photo inédite à la tribune de la place Tiananmen. Et c'est cette image qui restera à l'issue de cette journée, l'image d'un trio inédit, prêt à défier l'Occident. Le développement de l'humanité triomphera assurément. Colonel, vous diriez, comme le monde, la guerre aussi, mais on vous envoie des colombes. C'est de la paix, c'est nous, et vous aurez la responsabilité de la guerre? Oui, avec quand même une volonté impérialiste. Enfin, j'évoquais tout à l'heure Taïwan. Quand Xi Jinping voit que Poutine parvient à lancer une offensive sur un pays voisin et malgré les sanctions n'est pas arrêté à ce stade, quand il entend Trump avoir des velléités sur des territoires tels que le Groenland, il a pour jeu de dire moi mon objectif c'est Taïwan. Donc je pense qu'on se demandait à qui s'adresse le message. Il s'adresse aussi évidemment aux Taïwanais, même si on l'a démontré à plusieurs reprises sur ce plateau. Une opération militaire sur Taïwan nécessiterait effectivement des moyens absolument colossaux en termes de marine, et c'est pas ce qu'on a vu aujourd'hui sur la place Tiananmen. On va accueillir sur ce plateau Dominique Moisy. Je vous en prie, faites votre entrée. Venez nous rejoindre, Dominique Moisy. Vous êtes conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Le grand dossier va se poursuivre avec vous dans quelques instants. La menace des nouveaux maîtres du monde. Ça va, vous allez bien? Prenez donc place. Dans un instant, on en reparle de ce Dominique Moisy. Bonsoir donc, merci d'être là, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Et toujours sur ce plateau, Sylvie Berman, que je resalue, ancien ambassadeur de France en Russie et en Chine. Je le rappelle, et je rappelle votre livre, L'ours et le dragon, Russie-Chine, l'histoire d'une amitié sans limite, aux éditions Taillandais. Nous sommes à fond dans le sujet avec vous, Colonel Perduon toujours, et Grégory Phillips également. On revient sur l'image historique, l'image des 3 hommes réunis pour la première fois. Poutine, Kim Jong-un et Xi Jinping. Photo aussi mémorable qu'inquiétante, photo vraiment historique, M. Moisy.
Oui, les deux parias du système international entourent le nouveau maître du monde, Xi Jinping. C'est l'image que l'on gardera. En fait, en voyant le défilé militaire, non pas cette nuit, mais ce matin, j'ai eu une surprenante réflexion historique. Le 20 mai 1910, vous avez à Londres les funérailles d'Édouard VII. Toute l'Europe est présente pour la dernière fois, pour ce dernier rendez-vous. C'était la préfiguration de la fin d'un monde dominé par l'Europe qui allait s'effondrer avec la Première Guerre mondiale. Est-ce que les images de cette nuit, ce défilé militaire, ne vont pas être retenues par les historiens de demain comme la préfiguration de l'entrée dans un nouveau monde, post-occidental, post-démocratique? C'est la question qui me vient, on ne peut pas comparer. Non, mais potentiellement un avant et un après. Voilà. Il y avait, en fait, ce qui m'a frappé dans la perfection absolue de ce défilé, c'est moins la contribution des robots, des chiens électroniques, que la robotisation des hommes. Il y avait dans ce défilé quelque chose qui me faisait peur en réalité, alors qui traduisait la perfection absolue du défilé, mais au-delà, voyez, j'ai les moyens de mes ambitions. Un message qui pouvait s'adresser tout aussi bien à Trump que d'une certaine manière à Poutine. Toi aussi tu es ambitieux, mais tu n'as pas les moyens de tes ambitions. Sylvie Bermann, vous êtes d'accord avec ça? Un avant et un après? C'est ça même le poids de ce qui s'est passé ce matin et intronisation de nouveaux maîtres du monde, ou alors nous sommes dans l'excel plus total? Non, mais c'est démonstratif, donc ça nous frappe, mais ça fait des années que tout cela a commencé, que la montée en puissance économique, politique et également militaire de la Chine a commencé, sauf qu'on n'a pas vu le voir, parce qu'on s'intéresse assez peu au reste du monde. On s'intéresse à l'Europe, on s'intéresse aux États-Unis, mais on ne regarde pas ailleurs. Moi, j'ai déjà été témoin du passage de la Chine comme deuxième puissance mondiale, qui a ravi sa place au Japon, par exemple. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît, mais là, c'est effectivement une démonstration, c'est un message, et tout le monde le voit. Et le rapprochement entre la Russie et la Chine, il remonte à 2014 et aux Jeux Olympiques de Sochi. Dominique Moisy, mais que pèse-t-il à E3, selon vous? Que pèse-t-il? Des milliards de personnes derrière eux, des milliards économiquement parlant, que pèse-t-il à 3? Non, ils ne sont pas dans la même catégorie. La Chine est unique. Elle est le senior partner qu'était l'URSS au moment de la guerre froide par rapport à la Chine. Mais un senior partner démultiplié. La Corée du Nord, elle a une valeur de nuisance qui peut être celle d'une secte baroque prête à dire, écoutez, je suis prêt à me suicider si vous ne traitez pas avec moi. Donc c'est pas les trois, c'est la Chine comme modèle alternatif. On va y revenir, certains parlent même de grands frères chinois et d'autres vassals. On va y revenir dans quelques instants. Sylvie Bermann, vous m'avez promis assez rapidement parce que premier pays producteur de ressources naturelles vers le premier consommateur d'énergie. On parle de 50 milliards de mètres cubes qui vont transiter par ce tuyau, par ce gazoduc. Ça représente environ 10% de la consommation chinoise, donc c'est évidemment très important pour la Russie qui va pouvoir exporter ce gaz et pour la Chine qui va pouvoir le consommer. Et plus précisément, oui, ce que ça rapporte à la Chine et à la Russie, peut-être plus intéressant. Ce que ça retire à d'autres, parce que c'est ça aussi. Oui, alors vous voyez 50 milliards de mètres cubes, ouais. Donc ça c'est évidemment très bien pour les Russes, parce que ça compense un petit peu les exportations qui ont été perdues à cause des sanctions, à cause de Nord Stream, etc. C'est très bien pour les Chinois,
parce qu'ils achètent du gaz à très bas prix. Dans ce deal commercial, clairement, le gagnant, c'est Xi Jinping. C'est lui qui a dit « je vais vous acheter ce gaz, mais à des prix extrêmement bas ». C'est plutôt mauvais pour les autres grands pays exportateurs de gaz. On a, puisqu'ils vont perdre évidemment cette manne, les Américains, le Qatar, et j'ajoute un point, c'est que la Chine achète ce gaz pour sa consommation intérieure, mais aussi pour le réexporter. Donc la Chine va pouvoir, avec ses volumes absolument énormes, jouer encore sur les prix. Et donc il y a un autre perdant, c'est peut-être l'Europe, parce que c'est la Chine qui va jouer avec le thermomètre sur les prix du gaz. Comme on se tient tous encore aujourd'hui, Grégory Phillips. Merci beaucoup. Alors on y